Nos premiers pas dans ce dédale de montagnes accueillantes nous mènent au cœur du territoire du Velay. Pour commencer ce voyage, nous vous proposons d'arpenter les ruelles du Puy-en-Velay, capitale historique du département, perchée à 700 mètres d'altitude. Jeune architecte aujourd'hui installé à Lyon, l'illustre voisine du Puy, Thomas est né ici, a grandi ici, a étudié ici et s'est marié ici. Très attaché au patrimoine de ses ancêtres et fier de son pays, il va nous en faire découvrir les trésors. Il tient tout d'abord à nous faire grimper vers les 2 pics rocheux incontournables de la ville, qui se voient de très loin, le rocher Corneille et sa statue monumentale, et le rocher Saint-Michel d'Aiguille et ses 268 marches, 1, 2, 3. sur lequel il retrouve Gérard, le monsieur Histoire du Puy-en-Velay. Tu récupères un petit peu après cette grimpette. Voilà, On a une super vue là sur la cour de récréation de mon école, Saint-Joseph. Ah ben alors, si je comprends bien, c'est ton retour aux sources. Ouais, Ah ben, très belle vue. On va regarder un petit peu ce paysage, ça va te reposer un petit peu, récupérer ton souffle. Ouais. Tu as une belle vue sur le puits. Donc, cette cuvette était occupée par un volcan il y a 3 millions d'années. Ouais. Et le volcan a complètement disparu. Il reste ces 2 rochers qui sont issus du volcan. Ouais. Et on a ce rocher en face avec cette vierge qui est du 19e siècle. Sur ce cône volcanique de basalte, on peut admirer la statue Notre-Dame de France, qui domine le Puy-en-Velay de toute sa bienveillance. Un symbole indissociable de la ville. Donc c'est une statue qui a été commandée par l'évêché du Puy. Cette commande ne va pas marcher et donc la souscription va passer au niveau national. Et Napoléon III va donner 213 canons de la bataille de Sébastopol qu'on a gagnée en 1855. Et donc, en remerciement, les gens du Puy et l'évêque du Puy vont appeler cette statue Notre-Dame de France. Notre-Dame de France. Et il y a aussi le pensionnat Notre-Dame de France. Voilà aussi, qui a été construit dans la suite de cette statue, à la fin du 19e siècle. Cette statue, elle mesure combien de mètres? Alors elle mesure 22 mètres 70 de haut et pendant 26 ans, jusqu'en 1886, au moment de l'érection de la Statue de la Liberté à New York, elle sera le personnage métallique le plus grand du monde. Hein. D'accord. Voilà. Les 835 tonnes de cette majestueuse sculpture toisent le non moins remarquable rocher Saint-Michel d'Aiguille et sa chapelle. Le folklore local, facétieux, nomme ce piton volcanique la Fiente de Gargantua. Quant à l'édifice religieux, il est l'œuvre de l'évêque Godescalc, reconnu comme étant le tout premier pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Nous entrons ici dans une architecture assez particulière qui a été imposée par le relief. Nous sommes sur un piton assez pointu et tu vois que le déambulatoire a fait le tour de cette nef qui est du XIIe siècle, le déambulatoire aussi. Et nous avons une nef qui est de forme ovoïde. Les colonnes n'ont pas toutes la même hauteur, puisqu'on va aussi, il faut jouer avec le relief qui existe. Mais lorsqu'on rentre dans une église ou dans une chapelle, on fait face à l'autel. On fait face à l'autel. Et on ne peut pas. là. Tu vois que la nef est décalée, elle est désaxée par rapport à l'axe du sanctuaire. Une curiosité architecturale qui, en outre, offre au regard des visiteurs des fresques racontant le cycle des rois mages. Des œuvres âgées de presque un millénaire, d'une modernité déconcertante par leurs traits et aux couleurs encore vives. L'histoire du Puy-en-Velay est marquée par ces couleurs. Outre les peintures de la chapelle Saint-Michel d'Aiguille, celle des façades de la place du Plot attire les regards vers un des lieux les plus importants de la ville. Un endroit qui marque le départ précis de la Via Podiensis, l'un des 4 chemins qui mènent à Compostelle. Une halte incontournable où il fait bon flâner au beau jour. L'autre couleur de cette cité, c'est la noirceur profonde des pavés volcaniques qui, quelques dizaines de mètres plus loin, tapissent la très abrupte rue des Tables. Eh bien, la rue des Tables, pourquoi elle s'appelle comme ça? Eh bien, tout simplement, il y avait tous les pèlerins qui passaient par là. Et on a tous les bijoutiers, les joailliers, les orfèvres, les marchands de souvenirs qui vont s'installer là et ils vont placer leurs marchandises sur des tréteaux devant leurs magasins, sur des tables. Ces pierres volcaniques
ont exhalé à travers les siècles une aura mystique qui a laissé son empreinte sur la ville. Une spiritualité qui, décidément, au Puy-en-Velay, fait dresser la tête. Donc tu vois cette façade qui est toute en polychromie. On a toutes ces pierres volcaniques qui ont différentes couleurs. Ces couleurs sont celles de l'imposante cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation. Un édifice unique au monde par bien des aspects. Du marron, du rouge, du noir. Et puis on a cette roche qui vient des bords de Loire ou de Blavozy qui est un grès et qui est blanche. Hein. D'accord. Donc on va utiliser cette alternance de blanc et de pierre sombre pour faire cette polychromie qu'on pense inspirée soit de Byzance par l'église de Ravenne en Italie, soit de l'Espagne mozarabe avec qui on a beaucoup de relations. La cathédrale du Puy est un monument majeur de l'art roman et de l'Occident chrétien, à tel point qu'elle a été érigée en basilique mineure, terme qui désigne des églises à l'architecture singulière. À Notre-Dame de l'Annonciation, c'est aussi la construction en étages qui frappe le visiteur. Pour souligner cette particularité, Gérard a préparé une petite surprise à Thomas, une entrée par la grande porte qui normalement ne s'ouvre que pour les grandes occasions. Alors dis-moi Gérard, c'est original cette entrée? Eh bien oui, c'est tout à fait, c'est l'entrée qui permettait d'accéder au premier sanctuaire et qui va être maintenu à la construction du sanctuaire du Xe siècle et qui va évoluer et ça va finir par une entrée très originale dans cette église. On arrive par-dessous pour arriver devant l'autel. D'accord. Pour un croyant, c'est très très symbolique. Un peu comme l'escalier pour monter au paradis. Voilà, un petit peu, voilà, un petit peu. Cette cathédrale renferme décidément bien des surprises. Jusqu'à l'objet de la vénération de ses fidèles, une simple Vierge noire en bois de seulement 70 cm de hauteur qui déplace les foules depuis des siècles. Donc la Vierge Noire, elle a en quelque sorte permis le développement de la ville. Elle est croisée de tous les chemins. Voilà, il y avait même tellement de monde au Moyen-Âge que certaines personnes s'étouffaient dans les pèlerinages, dans les processions. Voilà. Et donc il a fallu étaler les jubilés de un jour jusqu'à une semaine parce qu'il y avait trop de monde dans les rues. Quand on regarde Lourdes, par exemple, actuellement, c'était d'une autre dimension. L'histoire du Puy-en-Velay s'articule autour de ces pèlerins et des richesses qu'ils génèrent. Ils ont fait la fortune des évêques du Puy, mais aussi celle des seigneurs alentours, notamment grâce à l'octroi, cette taxe qui pourrait s'apparenter au péage d'aujourd'hui. La famille de Polignac est certainement la lignée qui incarne le mieux ce passé florissant. Pour nous raconter leur histoire, Thomas tient tout d'abord à nous faire découvrir une de leurs anciennes propriétés, un endroit méconnu, seulement fréquenté par les locaux. Le bois des Seigneurs sur la commune de Polignac, voisine du Puy, un domaine dont Hélène, une amie de Thomas, est propriétaire. Alors nous voilà au milieu de ces énormes blocs de rochers que le volcan a crachés lors des éruptions. C'est beau, quel décor! Un décor fait de terrasses et d'escaliers en pierre sèche qu'Hélène tient à laisser ouvert aux promeneurs respectueux. J'avais l'habitude de venir quand j'étais ado et c'est vraiment un lieu magique. Oui. J'avais l'impression avec les copains de s'être trouvé un petit paradis, un petit coin merveilleux. Oui. Au XVIIIe siècle, la petite forêt a été aménagée en bois d'agrément pour que les dames de la bourgeoisie locale puissent se promener dans un cadre enchanteur. Avant cela, l'ambiance était tout autre dans ce bois des Seigneurs, particulièrement à la cour de Manson, une cathédrale de verdure gardée par une vertigineuse falaise. S'asseoir quelques instants sur les marches. Oui, je vais t'expliquer l'étymologie du mot mentio, qui vient du bas latin, rendre la justice. Donc les Polignacs ont pris la suite des tribunaux itinérants romains qui venaient rendre justice quand ils se déplaçaient. Et nous avons comme le seul témoignage que l'on ait dans ce bois qui nous raconte qu'ici, il y a eu l'exécution par le bûcher d'un homme qui avait commis un viol. D'accord. Et la sentence était rendue la sentence était rendue sur place et lui parle de vraiment l'exécution. Ah oui. Donc initialement, c'était pas un bois d'agrément. Initialement, non. C'était un lieu sévère où il se passait des choses très graves. Très grave ici.
Les seigneurs de Polignac, c'est une dynastie implantée dans la région depuis le XIe siècle. Une famille subsistante de la noblesse française, dont une des branches a accédé au trône de Monaco en 1949, sous le nom de Grimaldi. Thomas nous emmène dans leur bastion, la forteresse de Polignac. Une place forte, aujourd'hui gardée par Nicolas, régisseur du château, qui a toujours de quoi s'occuper dans son petit atelier. Ah mais t'es là, je cherchais partout. Salut, Nicolas. Ça va Thomas? Très bien et toi? Ça va, ça va. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'étais en train de faire un petit peu de forge, mais voilà, c'est pas mon activité principale. Qu'est-ce que tu fais alors? Et en fait, dans le cadre d'une association, je m'occupe de la forteresse de Polignac. Et le but, en fait, c'est qu'à la sortie, ça profite au plus grand nombre. Et puis, c'est un petit peu un lieu de vie pour les habitants du village. C'est leur château aussi. Ouais, c'est super. Moi, je connais pas la forteresse. Il va falloir que tu me fasses visiter un peu tout ça. Eh ben, écoute, je vais te présenter mon bureau géant dans lequel je travaille depuis près de 15 ans. Le bureau géant de Nicolas, c'est une grande pelouse de 3 hectares qui tend les bras aux visiteurs, parsemée de vestiges qui témoignent de l'histoire du lieu. On est sur un site qui est plus que millénaire, puisqu'en fait, dès les années 930, tu avais des bâtiments en bois ici. Et finalement, petit à petit, une famille va s'installer au XIe siècle, la famille de Polignac. Et elle va devenir vraiment l'une des plus grandes familles de cette région. C'était un peu le pouvoir concurrent de l'évêque du Puy-en-Velay. Ils vont occuper de très hautes fonctions ici. Et petit à petit, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est occuper de très hautes fonctions aux côtés des rois de France. Donc à partir du XVIIe, essayer de vivre dans la cour des rois de France. Ils vont y parvenir. Et on avait une dame ici très importante qui s'appelait Yolande de Polastron, duchesse de Polignac et favorite de Marie-Antoinette. Donc c'était des très hautes fonctions pour les Polignac, mais malheureusement pour eux, eh bien, il y a la révolution derrière, on veut sa tête à cette dame. Il a fallu qu'elle parte en exil à cause de cette révolution. La forteresse a été confisquée et finalement a servi de carrière de pierre pour les habitants des alentours. Ce qui explique en grande partie pourquoi maintenant nous avons des bâtiments qui ne sont plus que des vestiges. La forteresse n'a pas conservé toutes les pierres des édifices originaux, mais elle a su en garder les éléments les plus importants afin d'entretenir son histoire. Tu vois, ces deux puits, quand on va être à l'intérieur du donjon, je vais avoir une très belle histoire à te raconter par rapport à ça. Ok, bah allons-y. Sous ces puits se cachaient 2 salles souterraines, reliées par des petits tunnels. L'ensemble était recouvert par un temple dédié au dieu Apollon et constituait un système d'oracles destiné à abuser les pèlerins qui venaient ici poser des questions aux dieux qu'ils vénéraient. Dans le donjon subsiste un symbole de cette installation complexe. Pour l'expliquer simplement, on peut comparer ça à du téléphone arabe, comme on pourrait faire maintenant. C'est-à-dire que tu avais un prêtre qui attendait tout en bas au niveau du village actuel, on est 60 mètres au-dessus, donc le chemin était périlleux. Et son but à lui, c'était de te faire poser une offrande et de comprendre quelle question tu veux poser à Apollon. Et lui connaissait parfaitement un souterrain dissimulé qui permettait d'accéder au fond du puits de 83,50 m. Ça faisait un immense porte-voix. Il n'avait plus qu'à crier la question, qui remontait par ce conduit. Un autre prêtre qui se trouvait en haut du puits n'avait plus qu'à écouter la question, aller la dire à celui qui était caché dans la salle souterraine. Le pèlerin arrivait complètement exténué, mais ça ne suffit pas pour faire son petit effet. Il leur faut quelque chose de gigantesque. Et donc justement, c'est ce masque que tu avais ici. Il était posé devant l'ouverture de ce puits. Et là, le pèlerin arrivait, il s'apprêtait à poser sa question. Et chose extraordinaire, tu te doutes bien ce qui se passait à ce moment-là. Il avait sa réponse. Évidemment, et avant même qu'on ait eu le temps de poser la question. Et on nous dit que les pèlerins venaient du monde entier pour poser des questions. Et même un empereur romain serait venu ici pour poser des questions à Apollon. Et l'empereur qui est venu, c'est l'empereur Claude. Et justement, on ne sait pas du tout la question qu'il a pu poser, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se serait fait avoir. Okay. Nul besoin de cet oracle pour découvrir à présent la spécialité culinaire du pays, tant chacun en Haute-Loire connaît les incontournables lentilles du Puy. Une dégustation que Thomas ne pouvait pas manquer. Il nous emmène à Montuscla, dans l'auberge de Gérard, qui propose un fameux petit salé aux lentilles à ses clients. Jean-François produit cette lentille qui fut en 1996 le premier légume sec en France à obtenir l'AOC. Côté popote, c'est Gérard le spécialiste.
On va mettre d'abord la viande, parce qu'elle est très longue à cuire, autour de 2h30. Alors ensuite, on va mettre les petits légumes, mais qui sont assez simples. C'est des oignons, un petit peu de clou de girofle, un bouquet garni et carottes. Voilà. Et ça, on va le mettre à peu près 3/4 d'heure avant la fin de la cuisson. Et les 20-25 dernières minutes, on rajoutera les lentilles. Et après, on peut laisser mijoter le temps qu'il faut, le temps que tout le monde soit autour de la table. Riches en protéines végétales, les lentilles de Jean-François poussent dans une zone bien spécifique qui lui confère des propriétés uniques. L'ensemble de la zone d'appellation est entouré de montagnes, donc les monts de la Margeride, les monts du Cantal et les monts du Vivarais permettent aux perturbations de s'écraser contre ces montagnes. Et l'été, ces perturbations n'arrivent pas jusque chez nous. Le climat devient alors localement très sec, ce qui dessèche la graine juste avant qu'elle arrive à maturité. Et c'est ce qui lui confère ses qualités, à savoir une peau extrêmement fine, une amande moins farineuse. Certains fins gourmets leur trouvent un goût de noisette, d'autres un goût de châtaigne. Donc c'est vrai qu'elle est différente des autres lentilles. Depuis combien de temps la lentille est cultivée en Haute-Loire? Ou bien elle est cultivée depuis la nuit des temps, puisque cette lentille elle a été découverte dans des poteries gallo-romaines dans le secteur de Saint-Paulien. Oui. Il y a de ça donc plus de 2000 ans. Qui était la capitale du Velay. Qui était à l'époque la capitale du Velay. Ouais. En Haute-Loire, on appelle les lentilles le caviar du pauvre. Voilà. Super ce petit salé aux lentilles. Merci. Alors, je vous sers. Allez. Ouais. On comprend mieux qu'ils réjouissent autant les locaux. C'est un super bon parfum. Excellent. On sent bien le bouquet garni. Et la viande est parfumée aussi. Ça me rappelle vraiment le plat de ma grand-mère. Félicitations Gérard. Merci. Après 2 heures de cuisson quand même, ouais. On avait faim. Hein. Eh ben oui, ça se mérite un peu quand même. Il faut le temps, il faut le temps. Ouais. Voilà.